Richard Auclair signa les papiers de divorce avec un sourire narquois, convaincu qu'il jetait une femme brisée qui s'estomperait dans l'obscurité sans son argent ou son nom. Il croyait qu'Isabella était simplement une passagère dans sa vie, facilement remplacée et oubliée. Mais Richard oublia la règle la plus dangereuse du pouvoir. Ne jamais sous-estimer la personne qui a construit votre trône. Ce soir, Isabella ne fait pas que retourner au monde qui l'a rejetée. Elle arrive dans une Rolls-Royce vintage pour prouver qu'elle n'était pas la passagère. Elle était le moteur. Le stylo grattait contre le lourd papier de correspondance de couleur crème, un son qui semblait assourdissant dans le silence de la salle de conférence. C'était un Mont Blanc, le préféré de Richard, bien sûr. Il ne manquait jamais une occasion d'étaler un symbole de statut, même en démantelant un mariage de 15 ans. Isabella Sterling était assise du côté opposé de la table en acajou, son dos aussi droit qu'une tige d'acier. Elle ne pleurait pas. C'était ce qui irritait Richard le plus. Il avait attendu des larmes. Il avait attendu des crises d'hystérie, des supplications, peut-être un évanouissement dramatique. Il avait préparé son avocat, Arthur Blackwood, pour une scène. Il avait même pratiqué son regard apitoyé dans le miroir ce matin-là, le regard qui disait « Ce n'est pas toi, chérie, c'est juste que je t'ai dépassé. » Mais Isabella était juste assise là. Elle portait une robe bleu marine qu'il lui avait achetée il y a 3 ans, une qu'il avait toujours critiquée pour être trop modeste. Aujourd'hui, elle ressemblait à une armure. Signée ici et paraphée le bas de la page 42. Blackwood marmonna, sa voix dépourvue d'empathie. C'était un requin en costume 3 pièces, facturant $600 l'heure pour démanteler la vie d'Isabella. Isabella ramassa le stylo. Sa main ne trembla pas. « Êtes-vous sûr de comprendre les termes, Isabella ?» demanda Richard, se penchant en arrière dans sa chaise en cuir. Il fit tournoyer la glace dans son verre en cristal de scotch. Il était 11 heures du matin un mardi. Une fois que vous signez ceci, le penthouse sur Park Avenue est parti. Le domaine de Hampton est parti. L'allocation mensuelle partie. Vous repartez avec l'accord que nous avons convenu, qui franchement ne maintiendra pas le style de vie auquel vous êtes habitué très longtemps. Il marqua une pause, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. « Je suis juste inquiet pour vous, Isabella. » Le monde réel est froid. Isabella leva les yeux, ses yeux verts perçant sa façade. Pour la première fois depuis des années, Richard sentit une lueur de malaise. Elle ne ressemblait pas à une victime. Elle ressemblait à quelqu'un se réveillant d'un long coma suffocant. « Le froid est préférable à la suffocation de votre chaleur, Richard, » dit-elle doucement. Sa voix était rouillée, inutilisée. Elle signa le papier, Isabella Sterling. Elle laissa tomber le nom Auclair juste là sur la table, le jetant comme une serviette souillée. Richard ricana, vidant son verre. Si dramatique. Camille attend en bas. Elle voulait monter, offrir ses condoléances, mais je lui ai dit que ce ne serait pas approprié. La mention du nom était un poignard calculé. Camille D. Ruscher, 24 ans, une ancienne stagiaire chez Auclair Holdings, et la femme portant actuellement des diamants qu'Isabella avait aidé Richard à choisir pour leur 10e anniversaire. « Dites à Camille, » dit Isabella, se levant et lissant sa jupe, que le poste de Madame Auclair vient avec beaucoup de devoirs cachés. J'espère qu'elle a l'endurance pour eux. Elle se tourna pour partir. « Tu fais une erreur, Bella, » appela Richard après elle, son ego meurtri par son manque de dévastation. « Tu as 42 ans. Tu n'as pas de carrière. Tu n'as pas de connexions qui ne sont pas les miennes. Tu géreras une librairie à Brooklyn dans 1 mois. » Isabella s'arrêta aux portes en verre dépoli. Elle ne regarda pas en arrière. « Adieu, Richard. » La descente en ascenseur du 55e étage de Rockefeller Center ressemblait à une descente en enfer. Mais quand les portes s'ouvrirent sur le hall, Isabella haleta. Ce n'était pas du désespoir, c'était de l'oxygène. Dehors, il pleuvait à verse, un déluge new-yorkais classique. Elle sortit des portes tournantes. Il y avait la limousine de Richard garée au bord du trottoir. La vitre s'abaissa et elle vit le visage de Camille, belle, jeune et suffisante.
Camille offrit un petit signe de la main apitoyée. Richard sortit du bâtiment derrière Isabella, claquant des doigts vers son chauffeur. Chez Tiffany, James, Camille a besoin de surmonter le moral. Isabella se tint sur le trottoir, la pluie trempant instantanément sa robe bleu marine. Elle n'avait pas de parapluie. Elle n'avait pas de voiture qui attendait. Elle regarda son mari de 15 ans monter dans la voiture avec sa maîtresse, la lourde porte se refermant avec un bruit de finalité. La limousine s'éloigna en trombe, éclaboussant de l'eau sale de flaque sur les talons d'Isabella. Elle resta là une longue minute, frissonnante. Un portier du bâtiment, un homme à qui elle avait fait un signe de tête pendant des années, nommé Henry, sortit avec un grand parapluie. « Madame Auclair, je veux dire maman, » demanda Henry doucement, tenant l'auvent au-dessus d'elle. « Dois-je héler un taxi? » Isabella le regarda. Des larmes montèrent finalement dans ses yeux, se mélangeant à la pluie. Non pas des larmes de perte, mais les larmes terrifiantes d'un nouveau départ. « Non, Henry, » murmura-t-elle. « Je pense que je vais marcher jusqu'au métro. J'ai besoin d'apprendre à faire cela à nouveau. » Elle se tourna et marcha dans la tempête grise. Richard pensait l'avoir ruinée. Il pensait l'avoir dépouillée de sa valeur. Mais alors qu'elle marchait vers la station de la 47e rue, serrant sa bourse qui contenait un chèque pour un modeste accord et sa liberté, Isabella Sterling fit un vœu silencieux. Il pense que j'étais une passagère dans sa vie. Il est sur le point de découvrir que j'étais le moteur. 8 mois plus tard, la clochette au-dessus de la porte de la Page Dorée tinta doucement. C'était une petite librairie d'antiquariat poussiéreuse mais charmante dans le West Village. Elle sentait le vieux papier, la vanille et les acariens, une odeur qu'Isabella avait appris à aimer. Isabella, pouvez-vous vous occuper de la caisse? Je dois vérifier l'expédition à l'arrière. Madame Gable, la propriétaire du magasin, cria depuis l'arrière-boutique. Madame Gable avait 70 ans, était partiellement sourde et la femme la plus gentille qu'Isabella ait jamais rencontrée. « C'est ça, Margaret », rappela Isabella. Elle essuya ses mains sur son tablier. Elle ne portait plus de Chanel. Elle portait un doux pull en maille beige de chez Zara et un jean. Ses cheveux, autrefois coiffés quotidiennement dans un salon de la 5e avenue, étaient tirés en un chignon lâche et désordonné. Elle semblait plus jeune. Les rides de stress autour de sa bouche, gravées par des années à marcher sur des œufs autour de Richard, s'étaient adoucies. Elle marcha vers le comptoir pour aider le client. « Bonjour, bienvenue à la Page Dorée. Comment puis-je? » Isabella se figea debout de l'autre côté du comptoir. Ce n'était pas un client régulier cherchant une première édition de Dickens. C'était un fantôme de sa vie passée. Isabella. La voix était choquée. C'était Carolyn Whittaker, la femme du PDG de J.P. Morgan. Elles avaient siégé ensemble au conseil du gala du Jardin botanique pendant 5 ans. Carolyn dégoulinait de Fendi, tenant un rare Architectural Digest. Isabella sentit une bouffée de chaleur monter le long de son cou. C'était le moment qu'elle redoutait. La découverte. « Bonjour, Carolyn, » dit Isabella, gardant sa voix stable, levant son menton. Les yeux de Carolyn scannèrent la tenue d'Isabella, puis parcoururent entre la petite boutique légèrement encombrée. Son expression passa du choc à quelque chose ressemblant à de l'horreur, puis se posa en une pitié condescendante. « Oh mon Dieu, Richard a dit que tu prenais du temps !» murmura Caroline, se penchant comme si être pauvre était contagieux. « Mais je n'avais pas réalisé que tu travaillais dans la vente au détail. »« J'aime cela, » dit Isabella froidement. « J'aime les livres. J'aide à gérer l'inventaire. »« Bien sûr, bien sûr, » dit Caroline, tapotant la main d'Isabella par-dessus le comptoir. « C'est courageux, si courageux. Écoute, chérie, tu vas bien? As-tu besoin d'aide? »« Je vais parfaitement bien, Caroline. Ce livre coûte 150 $. Voulez-vous qu'il soit emballé? » Caroline acheta le livre en grande partie par malaise et quitta pratiquement le magasin en courant. Isabella savait ce qui allait se passer ensuite. À l'heure du dîner, chaque téléphone de l'Upper East Side bourdonnerait. « As-tu entendu? Isabella Auclair est une vendeuse. »
Pauvre chose. Richard l'a vraiment laissé sans rien. Isabella prit une profonde inspiration et s'appuya contre le comptoir. Elle ferma les yeux. Laissez-les parler. La porte tinta à nouveau. Isabella se redressa, affichant un sourire. Bienvenue à la page dorée. Un homme entra. Il était grand, portant un pardessus gris anthracite qui lui allait un peu trop bien pour être du prêt-à-porter, mais il était usé, le col légèrement effiloché. Il avait des cheveux foncés touchés d'argent aux tempes et des yeux de la couleur de l'ardoise, gris et illisibles. Il se tenait avec une immobilité tranquille et lourde. Il ne ressemblait pas aux hommes frénétiques et obsédés par le statut qu'Isabella connaissait autrefois. Il ressemblait à un homme qui travaillait avec ses mains, peut-être un entrepreneur haut de gamme ou un mécanicien spécialisé. « Je cherche un livre spécifique », dit-il. Sa voix était profonde, rocailleuse. Un manuel de réparation des années 1920 pour un type de moteur distinct. La Rolls Phantom Oil, c'est un coup de dé. L'esprit d'Isabella fit clic. Elle savait exactement où il était. Elle l'avait catalogué la semaine dernière, se demandant qui diable voudrait un guide de mécanicien graisseux vieux d'un siècle. « Troisième étagère à gauche, rangée du bas », dit Isabella immédiatement. Dos bleu, l'esprit de l'entretien. Il est dans un état étonnamment bon. L'homme la regarda, surpris, un sourcil levé. « Vous connaissez votre inventaire. »« Je connais chaque livre dans cette boutique, » répondit-elle. Il marcha vers l'étagère, récupéra le livre et le feuilleta. Un petit sourire sincère toucha ses lèvres. Il changea complètement son visage, le faisant paraître plus jeune, moins gardé. Il l'apporta au comptoir. « Vous n'avez aucune idée depuis combien de temps je cherche ceci, » dit-il. « Je restaure une vieille beauté. » Elle était assise dans un garage à Jersey pendant 40 ans. Ceci est la pièce manquante. « Cela ressemble à un travail d'amour, » dit Isabella, l'enregistrant. 45 $. Il lui tendit un billet de 50 $. Ses mains étaient rugueuses, cailleuses, mais ses ongles étaient propres. « Gardez la monnaie. »« Nous ne faisons pas de pourboires, monsieur, » dit Isabella, lui tendant un billet de 5 $. « Mais merci. » Il marqua une pause, la regardant correctement pour la première fois. Il sembla étudier son visage, non pas avec le regard prédateur des hommes du club de golf, mais avec une curiosité qui fit rater un battement au cœur d'Isabella. « Je suis Silus, » dit-il. Isabella. « Eh bien, Isabella, merci. Vous venez de sauver une pièce de machinerie très chère de devenir de la ferraille. » Il se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Vous savez, pour une vendeuse de librairie, vous avez la posture d'une duchesse. » Isabella rit. Son corps est sec. Ancienne duchesse. Actuelle vendeuse. Silus ne demanda pas. Il hocha juste la tête, inclina la sienne et sortit dans l'air vif de l'automne. Isabella le regarda partir. C'était la première interaction agréable qu'elle avait eue avec un homme en 8 mois. 2 semaines plus tard, l'invitation arriva. Elle ne fut pas envoyée à son appartement à Brooklyn. Elle fut livrée à la main à la librairie, adressée à Mademoiselle Isabella Sterling. C'était une lourde enveloppe crème avec un gaufrage doré. Le gala annuel de bienfaisance de la Fondation Sterling Auclair, sollicitant le plaisir de votre compagnie. Isabella le fixa. La fondation, elle l'avait commencée. Elle l'avait construite de zéro, organisant des enchères, vérifiant des œuvres de bienfaisance, levant des millions pour l'alphabétisation des enfants. Quand ils divorcèrent, les avocats de Richard avaient soutenu que la fondation était un actif de Clare Holdings. Elle avait été forcée de démissionner du conseil. Pourquoi l'invitait-il? Son téléphone vibra. Un texte d'un numéro inconnu. « Pensais que tu voudrais peut-être voir ce que nous avons fait de l'endroit. À moins que tu ne sois trop occupé à ranger des livres de poche, Richard. » C'était une moquerie. Il voulait qu'elle vienne pour pouvoir parader Camille comme la nouvelle présidente de la Fondation. Il voulait montrer au monde qu'Isabella était entièrement remplacée, qu'elle apparaîtrait dans une robe bon marché, l'air fatigué et vaincu pour baiser l'anneau. Mauvaise nouvelle,
Madame Gable demanda, voyant le visage pâle d'Isabella. Une assignation, Isabella marmonna. Elle se déplaça pour jeter l'invitation à la poubelle. Non, dit Madame Gable sèchement. Isabella se figea. Margaret, vous avez construit cette fondation, n'est-ce pas? Je me souviens d'avoir lu à ce sujet il y a des années. Vous êtes cette Isabella. J'étais. Si vous n'y allez pas, dit Madame Gable, polissant une lampe en laiton, vous lui dites qu'il avait raison. Vous lui dites que vous n'existez plus. Je ne peux pas y aller, Margaret. Je n'ai pas de robe. Je n'ai pas de bijoux. Je n'ai pas de moyen d'y aller. Je prends le métro maintenant. On ne peut pas arriver au Met Gala dans une rame de métro. La clochette tinta. C'était Silas. Il portait cette fois une combinaison de mécanicien, arborant le logo Mercer Restorations. Il semblait fatigué, de la graisse sur sa joue. De retour, Isabella demanda, essayant de cacher l'invitation derrière son dos. J'ai besoin d'un livre sur le rembourrage, la couture du cuir, dit Silas. Il la regarda, sentant la tension. Tout va bien? Isabella regarda cet étranger. Elle ne savait pas pourquoi, mais la frustration déborda. Mon ex-mari, laissa-t-elle échapper, il organise un gala pour l'œuvre de bienfaisance que j'ai lancée, et il m'a invité juste pour m'humilier. Et le pire, c'est que je veux y aller. Je veux y entrer et lui montrer que je suis toujours debout, mais je ne peux pas. Silas s'appuya contre le comptoir. L'air autour de lui semblait solide, fiable. Pourquoi ne peux-tu pas? Parce que dans ce monde, Silas, l'apparence est tout. J'ai besoin d'une robe de soirée, de diamants et d'une voiture qui ne sent pas le chien mouillé. Je n'ai aucune de ces choses. Silas la regarda pensivement. Il jeta un coup d'œil à la graisse sur ses mains, puis de nouveau à ses yeux. « Je ne peux pas vous aider avec la robe, » dit Silas lentement. « Mais je connais les voitures. Mercer Restorations. Nous gérons des flottes haut de gamme, des Rolls Vintage, des Bentley. Parfois, nous les conduisons pour des événements pour nous assurer que les moteurs sont gérés correctement. » Isabella cligna des yeux. « Vous les conduisez? »« Je peux, » dit Silas. Il haussa les épaules. « J'ai une Rolls-Royce Phantom de 1935 qui est finie cette semaine. Porte suicides noirs de Jaé. Elle est digne de la royauté. Elle a besoin d'un essai. » Il se pencha plus près. « Vous trouvez la robe, Isabella. Je ferai en sorte que vous arriviez d'une manière qui fera tourner toutes les têtes. Je serai votre chauffeur. » Isabella le fixa. C'était fou. C'était un client, un mécanicien, mais il y avait une lueur dans son œil, un défi. « Pourquoi feriez-vous cela? » murmura-t-elle. Silas sourit, un sourire tordu et dangereux. « Parce que j'ai traité avec des hommes comme votre ex-mari toute ma vie, et j'aime les voir perdre. » La pluie avait transformé la skyline de Brooklyn en une tache de fusain et de gris, correspondant à la turbulence à l'intérieur du petit appartement sans ascenseur d'Isabella. L'invitation gisait sur son comptoir de cuisine comme un isotope radioactif, brillant de malice. C'était malsain. La nuit du gala, Isabella se tint devant son placard. C'était un spectacle pathétique comparé au dressing qu'elle avait laissé derrière elle sur Park Avenue. Il n'y avait pas de rangée de Prada saisonnière, pas de section de cachemire coordonnée par couleur, juste une penderie de vêtements de travail raisonnables et quelques bacs en plastique poussés dans le coin. Richard avait été méticuleux pendant la division des biens. Il avait gardé les bijoux, des héritages familiaux, affirmait-il, bien qu'il les lui ait achetés. Il avait gardé les fourrures. Il avait même discuté au sujet des robes de créateurs, affirmant qu'elles avaient été achetées avec les fonds de la société pour des événements de relations publiques. Elle était partie avec 2 valises de basique. « Il veut que j'échoue », murmura-t-elle à la pièce vide. « Il veut que j'arrive dans une robe de cocktail de grand magasin pour qu'il puisse me présenter à ses investisseurs comme son passé malheureux. » Elle s'agenouilla et tira un bac en plastique poussiéreux du fond du placard. Il était marqué « Université Paris 1988 ». Isabella n'avait pas ouvert cette boîte depuis 20 ans.
Richard avait détesté qu'elle parle de son temps d'études en histoire de l'art à Paris. Il trouvait cela bohème et non raffiné. Il préférait le récit selon lequel elle avait simplement existé en attendant qu'il la sauve. Elle souleva le couvercle. L'odeur de sachets de lavande, vieux et sec, s'éleva. Sous une pile de carnets de croquis et d'anciens tickets de métro enveloppés dans du papier de soie sans acide, se trouvait un vêtement auquel elle n'avait pas pensé depuis des décennies. Ce n'était pas une griffe de créateur que Camille reconnaîtrait. C'était une pièce vintage qu'Isabella avait trouvée dans une boutique poussiéreuse à la mort, quand elle avait 22 ans, achetée avec l'argent qu'elle avait économisé en faisant la serveuse. Elle le tira. C'était une robe en soie coupée en biais des années 1930, dans une nuance de rouge si profonde qu'elle ressemblait à du sang artériel dans la lumière tamisée. Elle était dos nu, maintenue par des bretelles spaghetti incroyablement fines, plongeant dangereusement bas à l'avant. C'était de l'élégance liquide. Richard lui avait interdit de le porter. « C'est trop agressif, Isabella », lui avait-il dit une fois quand elle l'avait essayé pour un dîner. « Cela te fait paraître affamée. Une épouse au clair est discrète. Une épouse au clair était pastel. » Isabella enleva son jean et son pull. Elle entra dans la soie. C'était froid contre sa peau, lourd et fluide. Elle remonta les bretelles. La fermeture éclair siffla alors qu'elle la fermait. Elle lui allait toujours. Si quoi que ce soit, le stress de la dernière année l'avait rendue plus mince. Et la robe drapait sur ses clavicules et ses hanches comme si elle avait été versée. Elle marcha vers le miroir en pied bon marché, appuyée contre le mur. Elle ne ressemblait pas à une épouse. Elle ne ressemblait pas à une victime. Elle ressemblait à une sirène surgissant de l'océan pour entraîner un marin à sa mort. Elle n'avait pas de diamants. Richard les avait tous. Alors elle fit un choix. Pas de bijoux, pas un seul clou. Elle releva ses cheveux en un chignon haut et sévère, exposant la longue ligne élégante de son cou et la coupe nette de sa mâchoire. Elle peignit ses lèvres d'un carmin mat qui correspondait parfaitement à la soie. Elle était l'âme. La robe n'était que l'étui. Son téléphone vibra. « Je suis en bas. Ne sortez pas. Je monte pour vous escorter, Silus. » Isabella saisit sa petite pochette noire, le seul article de créateur qu'elle avait réussi à faire passer en douce, et ouvrit la porte de son appartement. Scylla se tenait dans le couloir. La transformation était choquante. Le mécanicien taché de graisse était parti. À sa place se tenait un homme en smoking qui lui allait avec une précision militaire. Il était bleu nuit, contrastant fortement avec ses yeux gris ardoise. Il était fraîchement rasé, sentant le bois de santal et le linge propre. Il avait l'air dangereux, pas d'une manière de voyou, mais de la manière dont un volcan dormant est dangereux. Il leva les yeux alors qu'elle entrait dans le couloir et un instant l'air quitta le couloir. Silus ne dit pas « Vous avez l'air bien ». Il ne dit pas « Wow ». Il devint complètement immobile. Ses yeux voyagèrent de l'ourlet de la soie cramoisie jusqu'à ses épaules exposées, se fixant finalement sur ses yeux. Il déglutit, un mouvement lent et délibéré de sa gorge. « J'avais tort », dit Silas, sa voix plus rauque que d'habitude. « À propos de quoi ?» demanda Isabella, son cœur battant contre ses côtes. « J'ai dit que je vous conduirais pour les faire regarder. Mais en vous regardant maintenant, je ne pense pas qu'ils vont y survivre. » Il lui offrit son bras. « Allons-y, Madame Sterling. »« Mademoiselle Sterling, » corrigea-t-elle, prenant son bras. Il était solide comme un honor rock. « Mademoiselle Sterling, » rectifia-t-il, « allons déclencher une guerre. » En bas, les lumières de la rue de Brooklyn se reflétaient sur le trottoir mouillé. Et là, doublement garé et occupant l'espace de 2 Honda Civics, se tenait la bête. C'était la Rolls-Royce Phantom Fry. Mais pas n'importe quel Phantom. C'était le style de carrosserie Ionière coupé, un chef-d'œuvre à porte ronde des années 1930. Elle était noire de geste, massive et intimidante avec des courbes qui ressemblaient à de l'architecture art déco sur roue. Elle ne ressemblait pas à une voiture. Elle ressemblait à une locomotive sombrement envoûtante.
La calandre chromée brillait comme les dents d'un prédateur. Silas ouvrit la porte suicide arrière, articulée à l'arrière, s'ouvrant vers l'extérieur pour exposer toute la cabine. L'intérieur était en cuir crème et noyer poli. « Cette voiture, » dit Silas doucement, alors qu'elle glissait à l'arrière, fut construite pour un rachat qui perdit son trône mais garda sa dignité. J'ai trouvé cela approprié. Il ferma la porte avec un bruit sourd et lourd qui coupa complètement le bruit de la ville. Isabella s'assit dans le silence, le cuir sentant l'histoire et l'argent. Alors que Silas glissait sur le siège conducteur et mettait le contact, le moteur ne rugit pas. Il ronronna. Une basse vibration soupçonnait qu'elle sentit dans sa colonne vertébrale. « Au maître, » dit Silas, croisant son regard dans le rétroviseur. « Prenez votre temps, Isabella. Respirez. Au moment où nous arriverons là-bas, vous ne serez plus l'ex-femme. Vous serez la seule chose qu'ils verront. » L'approche du Metropolitan Museum of Art était un embouteillage de richesses. Une file de Cadillac Escalade noirs et de Lincoln rallongés serpentait autour du pâté de maison, ralenti, attendant de déposer l'élite de la ville sur le tapis rouge drapé sur les marches emblématiques. Les flashs crépitaient sans cesse. Un effet de lumière stroboscopique qui illuminait la pluie brumeuse. À l'intérieur de la chaleur de la Rolls-Royce, le monde semblait lent. Isabella regarda à travers la vitre teintée des gens qu'elle connaissait depuis 15 ans sortir de leur voiture. Il y avait le commissaire bancaire, il y avait l'éditrice de Vogue. Ils avaient tous l'air pareil, polis, sûrs, uniformes. « Nous sommes à 3 voitures, » dit Silas par l'interphone. Sa voix était calme, l'enkrant. « Je suis terrifié, » admit Isabella à la cabine vide. « Regardez-les, » commanda Silas doucement. « Regardez, Richard. Le voyez-vous? » Isabella plissa les yeux. Près du haut des escaliers, debout sous l'immense auvent, se trouvait Richard. Il tenait la cour. Il portait une veste de smoking en velours, trop tendance pour son âge, et Camille était drapée sur son bras. Camille portait des plumes blanches et des diamants, ressemblant à une débutante à son premier bal. Richard vérifiait sa montre, son visage marqué par l'impatience. Il attendait qu'Isabella échoue. Il attendait qu'elle ne se montre pas ou qu'elle arrive dans un taxi jaune. « Je le vois, » dit Isabella, sa voix durcissant. « Il a l'air petit d'ici, n'est-ce pas? » remarqua Silas. La voiture devant eux, une Lamborghini clinquante enveloppée d'or, s'éloigna finalement. « L'heure du spectacle, » murmura Silas. Il ne s'arrêta pas rapidement. Il laissa la Rolls-Royce avancer lentement, les massifs garde-boue noirs fendant l'air. La taille même de la voiture, sa silhouette vintage, était si étrangère dans la mer de VUS moderne que la foule se tut avant même que la voiture ne s'arrête. Le moteur coupa. Silence. Les paparazzi baissèrent leurs appareils photo une fraction de seconde, confus. Ce n'était pas une location de célébrité. C'était de l'argent de qualité musée. C'était de l'argent ancien qui ne criait pas. Il murmura. Silas n'ouvrit pas la porte immédiatement. Il attendit. 5 secondes, 10 secondes. La tension à l'extérieur grandit. Richard avait cessé de parler. Il fixait les marches, fronçant les sourcils, essayant de comprendre qui était arrivé dans un véhicule valant plus que tout son portefeuille. Camille tendait le cou. Puis la porte du conducteur s'ouvrit. Silas sortit. Il boutonna sa veste de smoking d'un mouvement fluide. Il marcha autour de l'arrière de l'énorme voiture, sa posture impeccable. Son visage, un masque d'indifférence professionnelle. Il ignora la presse. Il ignora le valet qui tenta d'approcher. Il atteignit la porte arrière passager, la porte suicide. Il plaça sa main sur la poignée. Il marqua une pause, levant les yeux vers Richard en haut des escaliers. Silas croisa le regard de l'ex-mari, maintenant le regard pendant un battement de cœur, un défi lancé à travers 50 pieds de tapis rouge. Regardez attentivement. Silas tira la poignée. La lourde porte s'ouvrit vers l'arrière, révélant l'intérieur caverneux et illuminé. D'abord, la jambe émergea, la peau pâle, l'arc prononcé du pied,
le simple talon aiguille noir frappant le tapis rouge avec un clic délibéré. Puis Isabella se leva alors qu'elle sortait de l'obscurité de la voiture dans les lumières clignotantes. La robe de soie cramoisie capta l'éclat des flashs des paparazzis. Elle ondula comme un feu liquide. La coupe dos nu exposa sa colonne vertébrale, droite et fière. Elle se tint là un instant, s'adaptant à la lumière. Le vent attrapa une mèche lâche de ses cheveux. Le silence était absolu. Le sourire de Camille vacilla. Les plumes de sa robe semblaient en soudain ridicules, comme un costume. Le verre de champagne de Richard s'inclina dangereusement dans sa main. Isabella ne regarda pas les caméras. Elle se tourna vers Silas. Silas inclina légèrement la tête. Pas une révérence de serviteur, mais une reconnaissance de partenaire. « J'aurai le moteur en marche, mademoiselle Sterling. »« Merci, Silas, » dit-elle, sa voix portant dans le calme. Elle se tourna vers les escaliers. Un murmure éclata parmi la presse. « Qui est-ce? Est-ce que la femme au clair? Mon Dieu, regardez la robe. Est-ce du vintage fille dessus? Où a-t-elle eu la voiture? » Les flashs éclatèrent. Un mur aveuglant de lumière blanche, 10 fois plus intense que ce que Richard avait reçu. Il ne photographiait pas une femme rejetée. Il photographiait un mystère. Une femme qui avait été jetée au loup et qui revenait menant la meute. Isabella commença à monter les escaliers. Elle marcha lentement. Elle ne se précipita pas vers Richard. Elle le força à attendre. Elle le força à la regarder monter pas à pas pendant que toute la ville de New York regardait avec lui. Quand elle atteignit finalement le palier supérieur, elle s'arrêta à 2 pieds devant lui. Richard semblait avoir été frappé à la poitrine. Ses yeux parcoururent sur elle. La robe, le manque de bijoux, la peau éclatante, la confiance terrifiante. Il chercha les fissures. Il chercha la pauvreté qu'il lui avait infligée. Il ne trouva que de l'or. Isabella, étouffa-t-il. C'était moins une salutation qu'une question de réalité. Isabella offrit un sourire froid et fin. Elle jeta un coup d'œil à Camille, puis de nouveau à Richard. Richard, hocha-t-elle la tête. Belle installation, les arrangements floraux sont un peu chaotiques, mais je suppose que c'est la nouvelle esthétique. Elle n'attendit pas de réponse. Elle le contourna, se dirigeant vers les grandes portes du musée. Richard lui attrapa le bras, une violation du contrat social tacite. À qui appartenait la voiture? Isabella. Avec qui couches-tu? Il siffla, son visage rougissant. Isabella regarda sa main sur son bras jusqu'à ce qu'il la retire embarrassée. C'est la différence entre nous, Richard, dit-elle, sa voix assez basse pour que seuls Louis et Camille puissent entendre. Tu penses que le pouvoir vient de qui tu possèdes ou de qui tu couches? Elle se pensa son parfum, quelque chose d'épicé et d'inconnu remplissant ses sens. Je n'ai couché avec personne pour arriver ici. J'ai juste enfin retrouvé qui j'étais avant de te rencontrer. Elle se tourna et marcha dans la grande salle, la traîne cramoisie de sa robe la suivante comme une flaque de sang, laissant Richard debout sous la pluie, l'air très cher et très, très petit. À l'intérieur, le gala avait déjà commencé, mais dès qu'Isabella entra, la pièce changea. Les conversations moururent, les têtes tournèrent. Arthur Blackwood, l'avocat requin, laissa tomber son oven. Isabella prit un verre de champagne sur un plateau qui passait. Elle se tint seule au centre de la pièce sous le temple de Dendur. Elle n'avait pas de mari, elle n'avait pas de fortune. Mais alors que les murmures commençaient à circuler, Isabella prit d'une gorgée et goûta quelque chose qu'elle n'avait pas goûté depuis 15 ans. La victoire, mais elle ne savait pas qu'à l'extérieur, à l'intérieur de la Rolls-Royce au ralenti, Silas était au téléphone. « Oui, » dit Silas dans son portable, regardant les portes du musée. « Elle est à l'intérieur. La cible est Richard Auclair. Exécutez la phase 2 de l'acquisition. Je veux que ces actions chutent au moment où le dessert sera servi. » Il raccrocha, ses yeux gris se rétrécissant. Il n'était pas seulement un mécanicien, et il n'était pas seulement un chauffeur.
Richard Auclair avait fait beaucoup d'ennemis sur son chemin vers le sommet, mais il n'avait jamais fait de la famille Sterling une ennemie, et il n'avait certainement jamais rencontré Silas Sterling, le cousin éloigné d'Isabella, le capital risqueur qui avait été exilé à Londres il y a 20 ans et était juste revenu pour régler les comptes de la famille. Isabella ne le savait pas encore, mais elle n'entrait pas seulement dans une fade. Elle entrait dans une prise de contrôle. Le temple de Dendur, à l'intérieur du Metropolitan Museum, était baigné d'une douce lumière ambrée, projetant de longues ombres anciennes contre les murs de grès. L'air était épais de l'odeur de parfums chers, de champagne éventé et de lourds jugements. Isabella se déplaça à travers la foule comme un fantôme hantant sa propre vie. Elle reconnut chaque visage. Il y avait Elenina Vance qui avait assisté à la fête prénatale d'Isabella pour l'enfant qu'elle avait fait une fausse couche. Il y avait Julian Thorpe, le banquier qui avait géré les comptes Auclair. Alors qu'Isabella passait, les conversations ne s'arrêtèrent pas seulement. Elles se fracturèrent, les yeux se portèrent sur sa robe cramoisie d'eau nue, puis sur son visage, cherchant des signes de la dépression nerveuse que Richard leur avait promise qu'elle souffrait. Isabella. La voix de l'Eleanor Vance était aiguë et cassante. Elle s'interposa devant Isabella, bloquant son chemin près de la horde. Nous ne nous attendions pas à vous voir. Richard a dit que vous étiez en convalescence. Isabella marqua une pause, sa prise sur sa pochette se serrant juste assez pour que ses phalanges blanchissent. Convalescence implique maladie, Elenina. Je suis simplement en transition. D'accord, bien sûr, balbutia Elenina, ses yeux balayant l'absence de bijoux d'Isabella. C'est juste de vous voir ici. C'est courageux, très courageux, surtout avec Camille qui dirige l'enchère ce soir. Le courage n'a rien à voir avec cela, répondit Isabella avec fluidité, sa voix basse et mélodique. J'ai construit cette fondation. Je n'ai pas besoin de permission pour visiter ma propre création. Elle contourna Eleanor, laissant la femme déconcertée, mais le soulagement fut de courte durée. De l'autre côté de la pièce, Richard l'avait de nouveau repéré. Il avait bu 2 scotch de plus depuis le tapis rouge. L'humiliation de son arrivée le rongeait, démantelant son image soigneusement élaborée d'ex-mari bienveillant et souffrant. Il murmura quelque chose au chef de la sécurité, un homme costaud nommé Gorman, et pointa directement Isabella. Gorman commença à se déplacer à travers la foule vers elle. Le cœur d'Isabella battait contre ses côtes. « Il va me faire escorter dehors. Il va me traîner dehors devant tout le monde. » Elle chercha une sortie, son souffle se coupant dans sa gorge. Elle était seule. L'adrénaline de l'entrée s'estompait, remplacée par la froide réalité qu'elle était une vendeuse de librairie s'incrustant à la fête d'un milliardaire. « Mademoiselle Sterling, » dit Gorman, entrant dans son espace personnel. Il était poli mais ferme. « Monsieur Auclair a demandé que vous vous déplaciez. Il y a une préoccupation que votre présence cause un trouble. » « J'ai une invitation, » dit Isabella, sa voix tremblant légèrement. « C'est un événement privé, maman. L'hôte conserve le droit de refuser l'entrée. S'il vous plaît, ne faites pas de scène. » Richard regardait depuis le bar, un sourire narquois et satisfait plaqué sur son visage. Il leva son verre vers elle. « Échec et mat. » Isabella sentit les larmes piquer le fond de ses yeux. C'était ça, l'humiliation finale. Enlevez votre main d'elle. La voix ne venait pas de la foule. Elle venait de l'entrée principale du hall. C'était une voix qui portait le poids d'un maillet frappant un bureau. Gorman se tourna. Richard se figea. Silas entrait dans la pièce. Il ne portait pas de casquette de chauffeur. Il marchait avec l'arrogance décontractée d'un homme qui possédait des planches sous ses pieds. Il marcha droit à travers la foule qui s'écartait, ignorant les halètements. « Qui êtes-vous? » demanda Gorman, s'interposant entre Isabella et Silas. « Le personnel n'est pas autorisé dans le hall principal. » Richard s'approcha en furie, son visage violet. « C'est son chauffeur. Bon Dieu, Isabella, n'as-tu aucune honte? Faire entrer le personnel? » Il se tourna vers Gorman.
Jetez-les tous les deux dehors maintenant. Silas ne regarda pas Gorman, il regarda Richard. Il s'approcha, dominant l'ex-mari de 3 pouces. L'air autour d'eux sembla chuter de 10 degrés. « Je ne suis pas le personnel, Richard. » Silas dit doucement. Il atteignit la poche intérieure de sa veste de smoking et en sortit une élégante enveloppe noire. Il la leva. « Je suis le donateur. » Richard cligna des yeux. « Quoi à la table platine? » Silas dit, sa voix ennuyée. « Table 1, le don anonyme de 500 000 $ qui a financé le dîner de ce soir. » C'était moi. La pièce devint d'un silence de mort. Un don d'un demi-million qui vous a acheté un statut de Dieu dans cette pièce. Vous êtes un mécanicien, balbutia Richard, son cerveau échouant à traiter l'information. J'ai vu vos mains. Vous conduisiez la voiture. J'aime les voitures, haussa Silas les épaules, et j'aime conduire. Cela me vide la tête avant que je ne fasse des acquisitions. Silas se tourna vers Isabella, ses yeux s'adoucissant instantanément. Il lui offrit son bras, ignorant le garde de sécurité stupéfait et l'ex-mari paralysé. « Je crois que notre table est prête, mademoiselle Sterling, juste devant. » Isabella le regarda, son esprit chancelant. « Qui êtes-vous? » cria-t-elle intérieurement, mais extérieurement, elle prit simplement son bras. C'était une ancre dans la tempête. « Oui, » murmura-t-elle, « asseyons-nous. » Alors qu'il passait devant Richard, Silas marqua une pause. Il se pencha, sa voix une lame de rasoir enveloppée de velours. « Au fait, Richard, vous devriez vérifier votre téléphone. Je pense que vous êtes en tendance. » Le dîner fut un flou de serveurs terrifiés et de murmures agressifs. Isabella et Silas s'assirent à la table 1 au centre de la scène. C'était la table habituellement réservée à Richard et à son conseil d'administration, mais le panneau indiquait simplement « The Sterling Trust ». Richard et Camille avaient été relégués à la table 2, sur le côté. Camille était furieuse, poignardant agressivement sa salade. Richard transpirait abondamment, vérifiant son téléphone sous la table toutes les 30 secondes. « Mangez », dit Silas doucement, poussant une assiette de bar de mer vers Isabella. « Vous aurez besoin de l'énergie. » « Ça et l'œil, » siffla Isabella, se penchant. « Qu'est-ce que c'est pas? Vous réparez des moteurs. Vous avez acheté un livre à 40 $ sur les manuels de réparation. Comment avez-vous donné un demi-million de dollars? » Silas ramassa son verre de vin. Il regarda le liquide rouge profond, le faisant tourbillonner. « Je vous ai dit que j'étais parti longtemps, » dit-il doucement. « Je n'ai pas dit que j'étais oisif. Mon père, votre oncle, ne m'a laissé que des dettes. Je suis allé à Londres et j'ai construit quelque chose à partir des cendres, une société de capital risque, Chimera Global. » Isabella allaita. Tout le monde connaissait Chimera. C'était une firme prédatrice connue pour les prises de contrôle hostiles de marques de luxe en faillite. Ils étaient impitoyables. Ils étaient les Vikings du monde de l'entreprise. Vous êtes Chimera. Je suis l'associé majoritaire, corrigea Silas. Et pendant les 6 derniers mois, pendant que vous appreniez l'inventaire de cette librairie, j'analysais l'inventaire d'Auclair Holdings. Isabella le fixa. Pourquoi? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? Parce que vous deviez d'abord trouver votre propre force, dit Silas, la regardant profondément dans les yeux. Si je vous avais sauvé le premier jour, vous seriez toujours sa victime. Ce soir, vous lui avez tenu tête. Vous n'êtes plus une victime, Isabella. Vous êtes une partenaire. Une cuillère tinta contre un verre. Richard était au pupitre. Il semblait pâle. Sa cravate était légèrement de travers. Il serra le pied du microphone comme si c'était la seule chose le maintenant debout. « Mesdames et messieurs », la voix de Richard résonna, bien qu'elle vacillât légèrement. « Merci d'être venus. Ce soir est à propos de l'héritage. C'est à propos de la construction d'un futur. » Il essaya de sourire, mais ses yeux parcouraient de la pièce. « Auclair Holdings a toujours été un pilier de stabilité. Nous valorisons la famille. » Un son de ding distinct résonna à travers la pièce. C'était un son de notification, puis un autre, puis une vibration sur la table à côté d'eux.
Soudainement, une vague de bruit ondula à travers le hall. Ce n'était pas des applaudissements. C'était le son de 300 riches investisseurs vérifiant leurs applications Bloomberg simultanément. Richard hésita alors que je disais « Oh mon Dieu ». Une femme à la table 4 murmura fort « Ça s'effondre, jetez-le, jetez-le maintenant ». Un homme à la table 6 cria dans son téléphone, abandonnant tout décorum. Richard cessa de parler. « Excusez-moi ». Isabella regarda confuse. Elle regarda Silas. Silas beurrait calmement un petit pain. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-elle. « La nouvelle vient de tomber. » Silas dit nonchalamment. Un rapport venait d'être publié concernant Eau Claire Holdings. Il détaille les rapports de durabilité falsifiés dans la chaîne d'approvisionnement, la dette cachée dans les comptes offshore et la prochaine action en justice collective des actionnaires. « Qui a publié le rapport ?» demanda Isabella horrifiée. Silas prit une bouchée de pain. « Moi. » Sur scène, le téléphone de Richard sonna fort. Il le sortit, vit l'écran, et son visage devint gris. C'était le conseil. « Je dois » balbutia Richard dans le microphone. Il semble y avoir une difficulté technique. « Ce n'est pas technique, Richard. » Un homme se leva près du fond. C'était Arthur Blackwood, son propre avocat. L'action est en baisse de 40% en 10 minutes. Nous nous vidons de notre sang. Le chaos éclata. Des serveurs furent bousculés alors que des banquiers se précipitaient vers les sorties pour passer des appels d'urgence. Le gala se dissolvait en une panique de salle des marchés. Silas s'essuya la bouche avec une serviette en lin. Il se leva. Il boutonna sa veste. Il n'utilisa pas de microphone. Il n'en avait pas besoin. Il projeta sa voix avec l'autorité d'un exécuteur. « Richard !» cria Silas. La pièce se figea. Richard regarda depuis la scène, ses yeux fous de panique. « Vous cherchez une bouée de sauvetage !» cria Silas, marchant lentement vers la scène. « Mais aucune banque de cette ville ne vous touchera maintenant. Vos actifs sont gelés. Votre liquidité est partie. Vous êtes effectivement insolvable. » Silas s'arrêta au pied des escaliers. Cependant, continua Silas, atteignant sa poche et en sortant un document plié. Il y a une offre sur la table, un rachat. Richard le fixa. Qui êtes-vous? Silas gravit la première marche. Je représente le Sterling Trust. Nous sommes prêts à acheter l'intérêt de contrôle d'Eau Claire Holdings au prix actuel du marché. Il marqua une pause, vérifiant sa montre, ce qui est environ 3 $ par action. Isabella se leva. La réalisation la frappa comme un éclair. Le Sterling Trust. Silas ne détruisait pas seulement Richard. Il rachetait l'entreprise. Et il le mettait à son nom. « Vous ne pouvez pas faire ça !» cria Richard, la sueur coulant sur son visage. « C'est ma compagnie. J'ai construit ceci. » « Non, » dit Silas froidement, gravissant la dernière marche pour se tenir à côté de l'homme terrifié. « Vous vous êtes marié dans le capital qui a construit ceci, et ensuite vous avez jeté la femme qui vous l'a donné. » Silas se tourna vers la foule. Il fit un geste vers Isabella qui se tenait seule au centre de la pièce, un phare rouge dans une mer de costumes noirs. « J'acquiers cette entreprise, » annonça Silas à la pièce. « Mais je ne la dirigerai pas. Je ne suis que le capital. Le poste de PDG sera rendu à la personne qui comprend réellement l'âme de cette fondation. » Il regarda Richard. « Signez les papiers, Richard, ou allez en prison pour fraude. Ce sont vos options. » Richard regarda Camille. Camille était déjà partie. Elle s'était glissée par la porte latérale au moment où l'action chuta. Vaincu, brisé et totalement seul, Richard prit le stylo que Silas offrit. Isabella regarda son ex-mari signer son empire sur le pupitre de sa propre vanité. Elle sentit une main sur son épaule. Elle se tourna. C'était Madame Gable de la librairie qui s'était d'une manière ou d'une autre glissée derrière la sécurité, portant ses meilleurs habits du dimanche. « Je vous l'avais dit », murmura Madame Gable, ses yeux pétillants. « Vous n'avez jamais été juste une vendeuse, chère. » Silas descendit les escaliers, le contrat signé à la main. Il marcha droit vers Isabella. La pièce regarda, essoufflée, terrifiée,
ou frappé, il lui tendit le contrat. La voiture attend, mademoiselle Sterling, dit Silas, un fantôme de sourire touchant ses lèvres. Et demain matin, vous avez une réunion du conseil. Je suggère que nous vous ramenions chez vous pour que vous puissiez vous reposer. Isabella prit le papier. Il était lourd. Il pesait autant que 15 ans de douleur, et juste comme ça, le poids était parti. Le soleil matinal sur Manhattan était perçant et impitoyable. Il n'offrait pas la douce brume du gala de la nuit précédente. Il exposait tout. À 8h45 du matin, Richard Auclair se tenait dans le hall de l'immeuble, qui portait toujours son nom en lettres chromées au-dessus des portes tournantes. Il portait le même smoking que la nuit précédente, maintenant froissé et sentant le scotch éventé. Il n'était pas rentré chez lui au penthouse parce que sa carte clé biométrique n'avait pas fonctionné. Il n'était pas allé à un hôtel parce que ses cartes de crédit avaient été refusées au Four Seasons à 3 heures du matin. Il marcha vers le groupe d'ascenseurs, la tête baissée, espérant se faufiler jusqu'à son bureau et récupérer les actifs liquides qu'il avait cachés dans le coffre-fort. « Monsieur, arrêtez-vous là! » Richard se figea. C'était Gorman, le chef de la sécurité, le même homme que Richard avait ordonné de jeter Isabella dehors il y a juste 12 heures. « Gorman, » dit Richard, essayant de retrouver son ancienne autorité, « j'ai besoin d'aller au 55e étage. Ma carte clé est en panne. » Gorman se tint les bras croisés, flanqué de 2 autres gardes. Il n'avait pas l'air intimidé. Il avait l'air fatigué. « Votre passe n'est pas en panne, Monsieur Auclair. Il a été désactivé selon la directive du nouvel actionnaire majoritaire. »« Je suis le fondateur de cette entreprise, » cria Richard, sa voix se brisant. Le hall rempli d'employés se pressant au travail devint silencieux. Les gens regardèrent. Ils murmurèrent. Ils levèrent leur téléphone pour enregistrer. Le grand Richard Auclair, criant en smoking dans la lumière du matin. « Vous étiez le fondateur, » dit une voix derrière lui. « Maintenant, vous êtes une responsabilité. » Richard se retourna. Les portes tournantes ralentirent jusqu'à s'arrêter. Celui qui entra n'était pas Silus. C'était Isabella. Elle portait un costume blanc taillé net, de la couleur d'une page fraîche. Ses cheveux étaient lâches, libres et ondulés. Elle ne ressemblait pas à la femme qui avait signé des papiers de divorce en larmes dans ce même bâtiment. Elle avait l'air que le bâtiment lui appartenait parce que c'était le cas. Silas marchait un pas derrière elle, portant de nouveau sa combinaison de mécanicien, portant un casque. Il n'avait aucun intérêt pour les salles de conseil. Il avait fait son travail. Isabella s'arrêta devant Richard. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle n'avait pas l'air vindicative. Elle le regarda avec la douce curiosité que l'on pourrait avoir pour un étranger. Isabella, haleta Richard, s'avançant vers elle. « Bella, s'il te plaît, tu dois arrêter ça. Ils m'ont bloqué l'accès au compte. Camille! Camille a pris les bijoux et est partie ce matin. Je n'ai rien. Je n'ai nulle part où aller. » Il tendit la main vers elle. « Nous avons été mariés pendant 15 ans. Cela ne signifie rien. » Isabella regarda sa main, la main qui l'avait renvoyée, la main qui avait signé sa sécurité sans y penser à 2 fois. « Cela signifie que je sais exactement qui vous êtes, Richard, » dit-elle doucement. « Vous êtes un homme qui n'aime que les reflets de lui-même, et en ce moment vous n'avez plus de miroir. » Elle fit signe à Gorman. « Monsieur Gorman, veuillez escorter Monsieur Auclair hors des lieux. Il perturbe les affaires. » « Isabella, » cria Richard alors que Gorman lui attrapait le bras. « Vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes une vendeuse. Vous n'êtes rien sans moi. » Isabella ne broncha pas. Elle se pencha près pour que seul lui puisse entendre le dernier clou dans le cercueil. « Vous avez raison, Richard. J'étais une vendeuse, et nous embauchons au service courrier. Si vous remplissez une candidature, je dirais un bon mot, mais vous devrez commencer par le bas, comme je l'ai fait. » Elle se redressa et passa devant lui vers les ascenseurs. Le personnel s'écarta comme la mer Rouge. Ils ne regardaient plus Richard. Ils regardaient leur nouvelle PDG.
Salas resta un instant dans le hall, regardant Richard être traîné dehors sur le pavé impitoyable de la 5e avenue. Il marcha vers le bureau d'accueil où une jeune réceptionniste terrifiée regardait. Salas plaça une seule carte de visite sur le bureau. « S'il revient, » dit Silas, ses yeux gris froids. « Appelez-moi, j'amènerai la voiture. » Il se tourna et sortit vers sa Rolls-Royce attendant au bord du trottoir. Il ne restait pas pour la réunion du conseil. Son travail était fait. Il avait restauré le moteur. Maintenant, c'était à Isabella de conduire. Au 50e étage, Isabella entra dans le bureau qui était celui de Richard. Il sentait son eau de Cologne chère. Elle marcha vers la fenêtre et l'ouvrit en grand. Le vent s'engouffra, chaotique et frais, soufflant les papiers du bureau. Elle prit une profonde inspiration. Elle décrocha le téléphone sur le bureau en acajou. « C'est Isabella Sterling », dit-elle à son assistante. « Obtenez-moi la maintenance. Je veux que ce bureau soit vidé d'ici midi et envoyez un chèque à la librairie The Gilded Page dans le West Village. Dites à Madame Gable que son partenaire est prêt à acheter le bâtiment. » Elle raccrocha et regarda la ville. Richard avait pensé que le divorce était sa fin. Il n'avait pas réalisé que dans une histoire écrite par une femme forte, un divorce n'est pas une tragédie. C'est un rebondissement. Et le chauffeur, il n'a pas seulement ouvert la porte, il l'a aidé à clore le livre sur le passé pour toujours. L'histoire d'Isabella ne concerne pas seulement la vengeance. Elle concerne le pouvoir terrifiant et magnifique de récupérer sa propre valeur. Richard fit l'erreur fatale de penser que la valeur d'Isabella était liée à son nom, son argent et son statut. Il oublia qu'un diamant ne perd pas sa valeur juste parce qu'il est dans l'obscurité. Il attend juste que la lumière brille à nouveau. Au final, putain, ouais, c'est pas ça. Les personnes même qu'il méprisait, la vendeuse et le mécanicien, étaient celles qui détenaient les clés de son royaume. Cela sert de rappel brutal. Ne jamais maltraiter la personne tenant le parapluie sous la pluie, car un jour elle pourrait être celle qui décide si vous êtes mouillé. Cette histoire vous rappelle-t-elle une fois où vous avez été sous-estimé? Avez-vous déjà dû vous reconstruire à partir de rien pendant que le monde regardait? Si la victoire d'Isabella vous a donné des frissons, appuyez sur ce bouton « J'aime » maintenant. Cela nous aide à partager ces histoires avec plus de personnes qui ont besoin de les entendre. Et si vous voulez voir plus d'histoires sur le karma instantané et la justice servie froide, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Commentez karma ci-dessous si vous pensez que Richard a eu exactement ce qu'il mérite.